à tous, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre activité du Cercle de presse. Dans le cadre de l'élection partielle, on organise aujourd'hui un autre débat, cette fois-ci avec les candidats de Lac-Saint-Jean. Alors, nous recevons aujourd'hui tout d'abord M. William Fradette du Parti québécois, M. Luc-Antoine Cauchon de Québec solidaire, M. Antoine Huot du Parti... Mathieu, excusez-moi. Mathieu Huot du Parti libéral et Éric Gérard de la Coalition Avenir Québec. Merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation. Alors, aujourd'hui, comment ça va fonctionner? Chacun des candidats va avoir 1 minute 30 de présentation. Par la suite, ça sera la période de questions des journalistes. Donc, vous allez avoir environ 45 secondes à 1 minute pour répondre à chacune des questions. C'est certain que s'il y a une attaque envers vous, je vais vous laisser une trentaine de secondes pour répliquer. Et à la fin de la rencontre, vous allez avoir une conclusion d'environ 1 minute. Alors, je vous demanderai de respecter votre temps, s'il vous plaît. Alors, on peut commencer tout d'abord avec la présentation de M. William Fradette. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir à Saguenay ce matin pour le débat du Cercle de presse. Je devais, dans ma remarque introductive, vous parler tout d'abord d'environnement, vous parler d'infrastructures vertes, mais je vais plutôt commencer par l'accaparement des terres, au risque de vous surprendre. Hier, il y a des propos qui ont été émis par un chef de parti et qui m'ont atterré, honnêtement, lorsque je les ai lus. On faisait valoir que l'accaparement des terres n'était pas dans l'immédiat un problème, mais que éventuellement, si c'en était un, on agirait. Je trouve que c'est un manque de vision d'une part, mais aussi un risque pour les agriculteurs de ma circonscription. On le sait que les grands joueurs comme Pangea et comme les autres spéculateurs fonciers là, qui viennent acheter des terres, ça empêche la relève de s'épanouir, ça empêche la relève d'acquérir une terre, ça empêche par la spéculation, beaucoup de gens de se développer dans un milieu qui n'est pas facile. Nous, au Parti québécois, on est fermement engagés pour la relève agricole puis pour le modèle agricole québécois. On va déposer un projet de loi qui va faire en sorte que l'accaparement des terres sera limité par les non-agriculteurs. C'est un sujet primordial. Maintenant, en ce qui a trait à l'environnement, on parle bien sûr au Parti québécois d'électrification des transports dans une région où il n'y a presque pas de bornes électriques. C'est un gros frein à l'acquisition de véhicules électriques. Également, quand on parle d'environnement, on parle aussi du traitement des eaux usées et même de l'eau potable. En ce moment, on a des municipalités dans ma circonscription et ailleurs dans le comté de Roberval qui doivent encore déverser dans le lac et dans les rivières. C'est inacceptable. Québec doit faire sa part. Merci, M. Fradette. On va passer à Luc-Antoine Cauchon. Bonjour. Premièrement, merci de nous accueillir à Chicoutimi pour le cercle de presse de Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on fait ça à Chicoutimi, mais ça, c'est en de vous. Hein? À ce niveau-là, moi, j'aimerais faire vraiment un débat au niveau de nos idées. Donc, je ne m'attarderai pas sur les autres partis comme ils ont l'habitude de le faire, surtout au niveau national. On va parler vraiment de nos idées. Puis, je vais essayer de vous donner un peu un aperçu de ce que Québec solidaire veut mettre en place au Québec, dans le fond. C'est pas simplement des petites mesurettes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un réel problème en ce moment. On parle de crise climatique, pas de crisette. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est investir massivement pour changer de cap, pour permettre à nos enfants de pouvoir encore rêver dans 50 ans. Donc, on est dans l'urgence d'agir, fait que ce ne sera pas dans 35 ans ou avec des petites mesures édulcorées, ça va être maintenant massivement. On parle de 12 milliards de dollars qu'on va aller chercher du Fonds des générations, pas puiser dedans, mais dans les versements qu'on va faire. Donc, c'est de l'argent qui aurait été mis sur la dette, mais avec cet argent-là, nous, on va payer la dette environnementale qu'on doit maintenant à nos enfants. Fait que c'est un parti qui est sérieux. Il faut arrêter de penser que c'est pas nécessaire ou qu'on va s'en sortir avec des demi-mesures. Ça prend vraiment un changement radical, puis un changement de cap, comme on l'a fait dans les années 70 et comme on l'a fait dans les années 60 avec successivement M. Lesage et M. Lévesque. Et donc, c'est ce qu'on propose, nous. C'est ce qu'on propose. Donc, un changement radical. Oui, je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais ceux qui ont primé la peur dans l'histoire de l'humanité ont toujours été souvent du mauvais côté de l'histoire. Merci beaucoup, M. Cauchon. On va y aller avec M. Huot. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui pour parler avec vous. Vraiment, ça me fait plaisir parce qu'on va justement pouvoir parler de nos idées, justement, sans s'attaquer en fait aux autres partis. Aujourd'hui, je pense que comme mon collègue ici à droite disait, c'est important de parler de nos idées. Puis là, on parle devant vous, les médias. Donc, le but, c'est en fait, de partager cette information-là. Donc, c'est super plaisant d'être ici aujourd'hui. Sinon, au niveau des idées, vous savez, nous autres, au Parti libéral,
les régions, ben, ça nous tient à cœur. Hein? Donc, en ayant une meilleure économie comme on a aujourd'hui, ben, on est capable de pousser les régions justement en stimulant leur secteur, en les aidant, en les accompagnant. Donc, nous, dans la région, c'est ce qu'on veut faire. Moi, c'est ce que je veux faire dans le comté de Lac-Saint-Jean. C'est vraiment d'aller rencontrer les gens et de travailler avec eux autres sur le terrain pour s'assurer, en fait, qu'ils sont capables de vivre leur vie pleinement en région. Merci. Monsieur Girard. Alors, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cette activité. Moi, je m'appelle M. Éric Girard. Je suis candidat pour la Coalition Avenir Québec dans Lac-Saint-Jean. Je suis marié, père de 2 filles, une qui termine un bac en soins infirmiers et l'autre qui va se diriger dans le domaine de l'enseignement. J'ai une entreprise agricole en copropriété avec ma conjointe. Je suis vice-président de l'UPA régional. J'ai aussi été maire de Saint-Nazaire pendant 2 mandats. Je siège à la CIDAL, la Corporation d'innovation et de développement de Ville-d'Alma, Lac-Saint-Jean-Est. Donc moi, là, le développement régional, c'est une priorité pour moi. Mon expérience du monde municipal, du monde agricole et comme entrepreneur m'a permis de comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous faisons face. Je suis motivé par le défi de défendre les travailleurs, les familles et aussi les entreprises et tous les citoyens de Lac-Saint-Jean. Donc, je suis ici aussi pour vous écouter. Merci. Merci à vous 4. On va commencer avec la période de questions. Tout d'abord, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Donc, il y a plusieurs enjeux de développement économique dans la région. Je vais parler du développement de certaines entreprises minières. Il y a des enjeux de transport à ce sujet-là, entre autres. Il y a des données qui ont changé récemment. Si on parle, par exemple, de la construction du pont ferroviaire sur la rivière Mistassini, il y a certains éléments qui pourraient modifier des projets de développement. Je pense à Ariane Phosphate, je pense à BlackRock. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir dans ce dossier-là, une fois élu, pour essayer justement de modifier certaines situations ou certains projets pour les rendre plus, je vais dire, socialement acceptables? Monsieur Fradette. Oui, au niveau du transport là, de matière, là, notamment pour BlackRock, on a un problème actuellement là, avec le réseau ferroviaire. L'impasse n'a pas été réglée dans les dernières années. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'à l'entrée en fonction de la mine, malheureusement, ce qui va sûrement arriver, puis on espère que l'impasse va être réglée, mais il y a des bonnes chances qu'elle ne le soit pas, c'est qu'il va y avoir énormément de camions qui vont devoir passer sur notre réseau routier. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on complète une fois pour toutes l'autoroute Alma-Labé, puis surtout le secteur Saint-Bruno, sinon ça va devenir un vrai enfer dans les municipalités qui passent là, le long de la route régionale. Donc, on doit, là, à mon avis, accélérer. Puis, sous le Parti québécois, ça a toujours avancé très rapidement, ce dossier-là. On veut le compléter. Puis, évidemment, on prioriserait une entente avec les réseaux ferroviaires parce que le transport par camion, c'est loin d'être l'idéal d'un point de vue, là, bien sûr, des infrastructures routières, mais aussi d'un point de vue environnemental. Le train serait beaucoup plus avantageux et pour BlackRock, et pour la population, et pour l'acceptabilité sociale. Monsieur Cochon? Nous, au niveau du développement durable, il y a le mot durable dans le développement, donc on aimerait vraiment miser sur des projets qui sont beaucoup plus verts et beaucoup moins dommageables pour la planète que BlackRock ou Ariane Phosphate, dans le sens où est-ce que, à un moment donné, il va falloir que les babines suivent les bottines, puis il va falloir se mettre au diapason de notre époque, qui est le 21e siècle, puis se sortir des carburants fossiles, puis aussi du phosphate qui, parlons-en, au niveau de l'agriculture industrielle, pollue énormément nos cours d'eau. C'est un désastre écologique. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait intérêt à encourager ça pour des job-in. Je m'excuse, mais ça va être ça, encore une fois, qui peut-être vont arriver, peut-être arriveront pas. En plus, il faut investir de l'argent public là-dedans massivement. On est toujours à la merci de ces compagnies-là sans nécessairement avoir des garanties aussi. Fait que sont où nos culottes dans ces projets miniers-là ou gaziers ou peu importe? Il est toujours là le problème, dans le fond. On accepte beaucoup trop pour tellement peu, là. On n'a pas de deuxième, troisième transformation. Ça crée des problèmes environnementaux. Justement, les routes, c'est qui va les payer si ça ne passe pas par le transport ferroviaire? Ça va être nous encore. Fait qu'il faut voir plus loin que les dizaines ou les centaines de job-in que ça va donner, là, à un moment donné. Il faut faire du développement conséquent puis voir plus loin que le court terme. C'est à long terme qu'il faut viser, puis c'est là-dessus que Québec solidaire va miser, justement en donnant plus de pouvoir aux régions, puis en offrant une démocratisation aussi des nouveaux projets. Donc, à recréer les CRD,
donner une voix au peuple avec des budgets participatifs. Tu sais, les autres Saint-Féliciens, la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, c'est une poignée de citoyens qui ont créé ça. Puis c'est maintenant des moteurs économiques de notre économie, je vais le dire. Puis c'est des moteurs verts, c'est des moteurs touristiques, c'est des moteurs puissants, puis on pourrait plus s'en passer. Fait que c'est ces projets-là qu'il faut encourager. Monsieur Huot? Oui, écoutez, c'est clair que le transport en région, c'est une priorité pour nous autres. On est le parti de l'économie. Donc, qui dit économie dit une certaine production. Hein? Donc, pour produire, c'est bien beau si on produit plein de choses, mais si on n'a pas l'infrastructure routière pour acheminer nos produits, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, nous, c'est certain que, bon, comme William, on veut terminer l'autoroute Alma-Labbé. Donc, ça, c'est absolument nécessaire. Là, ça fait un bout que ça traîne. Alors, c'est ça, on veut terminer ça. Puis on veut aussi encourager les partenaires qui œuvrent dans le milieu du transport, justement, pour se concerter, pour voir les meilleures façons, les façons plus vertes d'acheminer notre production vers les autres centres, puis vers les autres endroits, les autres points de commerce. Monsieur Girard. Donc, on parle développement minier, on parle du réseau routier des axes, mais aussi, on parle aussi de l'industrie forestière. Ça englobe beaucoup de secteurs d'activité économique. Il faut prendre le matériel, la matière première, et l'emmener vers Saguenay, qu'on l'embarque dans des bateaux. Donc, ça prend aussi l'accès à des ports. Par la suite, il faut travailler, avoir des ententes avec la voie ferrée. On peut développer ce côté-là. Et bien évidemment, il faut améliorer les tronçons routiers. Par exemple, au nord d'Alma, dans une municipalité comme l'Ascension, où on sort tout près de 500 camions par jour de bois. C'est pas normal que ce soit à la municipalité de soutenir ce bout de tronçon-là. Donc, c'est important. Il y a 3 choses. On a le Saguenay, qui est une belle voie navigable, la voie ferrée qui sera au Saguenay, et les matières premières qu'il faut aller chercher, donc les voies maritimes, voies ferrées et le transport routier. Prochaine question, Annie-Claude Brisson du Journal Le Quotidien. C'est littéralement dans un tout autre registre, beaucoup plus léger. Là, il nous reste 5 jours à cette campagne. Je sais que M. Girard et M. Fradette sont, selon les derniers sondages, nez à nez. Pour les 2 autres, c'est une situation qui est différente. Dans ces 5 derniers jours-là, on a vu M. Legault qui était de passage hier dans la région. Avez-vous l'impression que c'est une lutte qui va se passer au national ou, contrairement, il y a encore des actions locales qui sont possibles pour vous pour faire une différence dans une lutte qui est très serrée au Lac-Saint-Jean, où on pourrait peut-être même voir la fin de l'ère péquiste après une quarantaine d'années? M. Girard. Bien, écoutez, vous savez, moi, j'ai appris une chose en politique. Rien n'est jamais terminé. C'est jusqu'à la fin. C'est comme une partie de baseball. Vous savez, le vieux proverbe qui disait « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Donc, on continue à travailler sur le terrain, mais l'enjeu, c'est d'écouter la population. Il faut écouter notre population, écouter les gens. Puis, ça va être jusqu'à la fin, jusqu'au 1er octobre. Et c'est la population qui aura à trancher. Monsieur Huot. Oui, je pense qu'on veut pas la politique au provincial, il n'y a pas juste, on peut pas dire que c'est simplement régional, national, c'est toujours un petit peu des deux. Donc, il y a certainement des choses qui vont retenir l'attention des électeurs ici dans la région, du niveau national comme du niveau régional. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer autant au régional qu'au national, selon nos fenêtres d'opportunité et selon ce qu'on peut faire. M. Couchon. Mais je pense qu'on peut faire une différence. Si on ne croyait pas en la démocratie, ce serait malheureux qu'on ne puisse pas aller au bout de nos idées. Puis c'est vraiment une relation avec les citoyens. Je sais qu'il y en a certains qui, malheureusement, pensent le contraire. Puis on voit ça d'une... Je trouve que ces élections aussi sont bizarres. Il reste 5 jours, oui, puis ça prend une drôle de tournure parce qu'au début de la campagne, on voit des vieux styles politiques revenir. Puis je trouve ça très malheureux, tu sais. Comme M. Couillard qui achète ses élections au début de la campagne, puis après ça, il s'en va. Il dit « je vais donner tant », puis après ça, merci, bonsoir, il ne repasse plus dans son comté. Ou le PQ qui nous traite de communistes. Là, on a vraiment l'impression d'être revenu dans les années 50. Là. À quelque part, c'est de la chasse aux sorcières, puis je trouve ça plate parce que
on a besoin de changement, puis le changement n'arrive pas de nulle part. Fait que je pense que plus qu'on va se concentrer sur les enjeux locaux, plus qu'on va être capable de parler à nos gens positivement, parce qu'au national, c'est juste tout simplement triste, là. Tout le monde se pitche la boîte, là, puis je pense qu'au niveau local, il y a beaucoup plus de terrain à faire, de pédagogie à faire. On est en contact avec les gens. Vous êtes là aussi, vous nous couvrez quand même bien. Fait que c'est intéressant. Fait que chaque jour de campagne est super important pour pouvoir amener un message différent aux gens, pour qu'ils puissent se faire une tête. Puis je pense que est là même l'essence de la démocratie. Monsieur Fradette. Depuis le début, on mène une campagne là, de terrain, nous, dans le Lac-Saint-Jean, puis ces sondages-là ne me font pas un grand pli. Hein. Si j'avais regardé les sondages quand je m'étais lancé au mois de février, j'aurais été bien déçu si j'avais regardé les questions parce que j'aurais même pas été dans les choix de réponse. Donc, ça, c'est la première chose. Pour les prochains jours, ce qui s'en vient, c'est une continuité de la belle campagne qu'on a fait. On a envoyé dans les 25 000 domiciles de la circonscription notre plateforme aux gens. Moi, je continue mon porte-à-porte. Je vais dans les restaurants, je vais dans les centres d'achat, je vais croiser les gens partout où ils sont. On leur discute de qu'est-ce qu'on a mis là-dedans, parce que l'écoute, c'est bien, mais la compréhension, c'est encore mieux. Puis les gens, ils voient bien qu'on a fait un travail gigantesque. Puis d'ailleurs, je veux envoyer, parce que dans les 5 derniers jours, il y a la dernière journée qui est la plus importante, puis c'est au niveau de l'équipe. J'ai une équipe formidable. On a dépassé hier le 200 bénévoles. Je crois que ça va faire une gigantesque différence. Puis pour ce qui est du coude à coude, ben, je suis bien content qu'on ait une course serrée. Moi, je n'avais pas envie de me faire dire que je la gagnerais parce qu'elle était facile. J'ai été élevé en travaillant, puis j'ai été élevé en respectant les gens. Puis je pense que c'est la campagne qu'on mène, puis c'est ce qui va nous donner la victoire. Prochaine question, Roger Boivin. Alors, bonjour, messieurs. Félicitations pour votre implication dans le débat public, puis merci d'être là ce matin pour le cercle. Vous parliez, je crois que c'est M. Cochon qui parlait du développement régional tout à l'heure. Le gouvernement actuel a déstructuré le développement régional en abolissant les CRE, puis en abolissant aussi le financement en bonne partie au CLD, en le transférant aux villes, en enlevant l'implication du Québec. C'est un point de vue, bon, enfin. Mais justement, où en êtes-vous, chacun d'entre vous, sur le bilan et éventuellement aussi le Parti libéral, mais les 4 d'entre vous, où êtes-vous sur les CLD, l'appui au développement local et la structuration régionale? Est-ce qu'on laisse ça comme ça, pas une ville directement avec les 700 villes qui parlent à Québec, ou est-ce qu'on se refait un palier régional? Alors, ce serait ma question, s'il vous plaît, aux 4 candidats. Monsieur Cochon. Pour nous, on veut remettre en place les conseils régionaux de développement, mais avec un budget conséquent aussi pour qu'il y ait du développement, mais aussi une participation citoyenne, participation professionnelle du milieu, en plus des gestionnaires des villes. Donc, ça mettrait en place des gens qui, oui, regardent les chiffres, regardent les préoccupations municipales, mais aussi les citoyens qui disent, écoutez, nous, on a telle problématique, puis on aimerait ça le régler. Fait que ce serait une vue d'ensemble globale. Même principe avec la santé, on veut ramener ça dans le cœur des régions. Donc, c'est de la décentralisation qu'on propose, puis avec des moyens réels. Donc, c'est pas juste des mesurettes, encore une fois. Nous, ce qu'on veut donner, c'est des points d'impôt aux municipalités avec des budgets participatifs, encore une fois. Donc, au niveau des CRD, ce serait régional. Au niveau local des municipalités, on aurait des budgets participatifs aussi. Donc, des projets citoyens qui seraient écoutés, des aires d'écoute pour les citoyens, des professionnels qui pourraient les coacher aussi en développement. Donc, à ce niveau-là, c'est remettre au centre de nos régions, au cœur de nos régions, la population. Parce qu'on a des unicités ici qui sont assez spécifiques, comme l'étalement urbain, c'est assez spécial dans notre cas. Ça prend des mesures qui ne viennent pas d'en haut, mais qui viennent d'en bas, pour épouser exactement nos besoins. Monsieur Fradette. Oui, puis d'ailleurs, là, dans nos 2 conférences régionales au Parti québécois qu'on a présentées là, en 2 parties de notre plateforme, on a parlé de concertation régionale. Les coupures que les libéraux ont faites, pour ne pas dire dramatique, c'est au moins dommage, ça c'est sûr, parce qu'on a perdu des beaux outils qui permettaient de concerter des acteurs de tous les milieux, puis dans un coin comme le nôtre où les gens sont très étendus, c'est nécessaire qu'on puisse se rencontrer à un endroit puis discuter de nos enjeux communs. Une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrée des nouvelles structures? Est-ce qu'on impose ça à partir de Québec? Non. Nous, au Parti québécois, ce qu'on pense, puis on est très crédible à ce niveau-là parce qu'on a fait un grand travail, puis je salue Mireille Jean, d'ailleurs, qui a fait partie de ce travail-là, avec différents intervenants, ceux qui étaient dans les CRE, mais aussi d'autres qui n'étaient pas là dans les CRE, pour créer quelque chose qui va... créer... quelque chose qui va nous ressembler puis qui va émaner là, des centres, des CRE, puis pas juste les CRE, des forums jeunesse aussi, puis des CLD. Donc, nous, Parti québécois, on va donner le financement conséquent, comme Luc-Antoine disait, et c'est certain qu'on est bien engagé envers la concertation régionale. Monsieur Girard. Votre question est très pertinente et très intéressante. Premièrement, oui, à toutes les fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a un changement. Bon. Nous, on veut redescendre le pouvoir en région. C'est pas normal, quand on fait
une municipalité fait des demandes, une entreprise fait des demandes, des OSBL, que ça prenne 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir des réponses et que les réponses doivent venir de Québec, Montréal. C'est pas normal. On va redescendre ça en région, on le dit. Ça va diminuer la paperasse. Parce que la paperasse est un facteur enterré dans la paperasse. Ça fait assez longtemps qu'on le dit. De plus, on a un bel exemple dans Lac-Saint-Jean. On a créé la CIDAL, la Corporation d'Innovation et d'Innovation de Lac-Saint-Jean-Est. C'est le milieu qui s'est pris en main. C'est le milieu qui a formé, c'est le remplacement des CLD. Donc, c'est ça, nous, qu'on va encourager. On va sortir des budgets, on va libérer de l'argent pour justement transmettre ça aux organisations, aux élus. Ils sont les mieux placés pour dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. J'ai dit qu'on était à l'écoute de la population, bien c'est ça qu'il faut faire. Monsieur Huot. Oui, nous, en fait, une de nos priorités, c'est certainement de ramener de l'autonomie aux villes. Nous, on est surtout au niveau des municipalités parce qu'on sait que, bon, chaque municipalité, bon, si on regarde Lac-Saint-Jean, par exemple, hein, les municipalités sont éloignées les unes des autres, donc ils ont des réalités différentes. Donc, c'est pour ça que nous, on veut surtout miser justement sur aider, en fait, le développement là, des milieux au niveau des municipalités, des milieux municipaux, puis aussi de ce que les citoyens font. On veut accompagner les citoyens et les organismes dans ce qu'ils font, pouvoir les aider, les mener vers les bons canaux de transmission de leurs messages et de leurs actions. Puis ça, ben, c'est ça. Ça passe par l'autonomie des villes, surtout dans une région comme la nôtre. Prochaine question, Jean-Hugues, TVA. Vous avez parlé de l'importance de réaliser le projet BlackRock. Peut-être que M. Cochon se sent moins concerné par la question, mais quoi qu'il en soit, si ce projet-là devait se réaliser, vous avez parlé de l'importance du chemin de fer qui appartient présentement au privé. Qu'est-ce que vous seriez prêt à consentir à Rio Tinto pour que ce chemin de fer-là soit partagé par une autre entreprise? Monsieur Huot. Bien, en fait, nous, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment de créer des partenariats. Hein. Comme je le dis dans plusieurs de mes réponses là, depuis le début, c'est qu'on veut vraiment, en fait, consolider un esprit de collaboration. Alors, ça passe par des partenariats. Puis, vous savez, on peut pas forcer la main aux gens, aux entreprises pour faire certaines affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement de s'asseoir avec les gens pour qu'il en découle une entente entre les deux puis qu'on puisse collaborer. Monsieur Cochon. Excusez-moi juste pour compléter, est-ce qu'il y a des concessions à faire parce que c'est l'entreprise privée, donc à ce moment-là, elle peut bien donner quelque chose, mais il y a en contrepartie. Oui, bien ça sera à voir justement en temps et lieu. Parce qu'on le dit, c'est une entreprise privée, donc ils vont faire leurs demandes. Moi, je suis pas dans leur bureau, alors je peux pas vous arriver là aujourd'hui puis dire, ben nous on va donner ça. Tu sais, faut voir un petit peu, faut négocier là pour ça. Monsieur Cochon. Il est là un petit peu le problème, c'est qu'on a une grande entreprise qui peut faire absolument ce qu'elle veut sur notre territoire. Puis c'est pas seulement pour le côté ferroviaire, c'est nos berges aussi, c'est nos barrages, c'est notre lac Saint-Jean. C'est une entreprise qui est majeure puis qui peut jouer avec nos vies aussi. Je prends l'exemple, par exemple, on continue dans cette lignée-là. Est-ce que les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent sur notre territoire? Parce que c'est ça la question. À quel point on peut accepter ça, tu sais? Jusqu'où ça peut aller? On donne des centaines de millions de dollars à ces gens-là, soit en achat d'électricité, je parle des entreprises forestières aussi, on finance leur chemin forestier, 240 millions cette année, 300 millions pour payer les taxes douanières l'an dernier. Donc, c'est beaucoup d'argent, puis on n'a aucune garantie, on n'a aucun contrôle sur ces gens-là, ils font la pluie puis le beau temps, puis après ça, il faudrait négocier avec eux autres. Non, mais moi, je trouve ça pathétique, là. À quelque part, sont où nos culottes, là? On les a sortis, là, la Shawinigan Power, dans le temps, quand il faisait la pluie beau temps, puis les autres compagnies électriques pour faire Hydro-Québec, là. Je pense qu'à quelque part, il faudrait se respecter, là. Ils font le job, c'est correct, ils veulent faire des profits. Ils vendraient le maire pour 10$. Mais nous, à un moment donné, il faudrait faire la nôtre, puis se respecter, puis savoir ce qu'on fait avec notre argent, puis la faire profiter aussi. Monsieur Fradette. Effectivement, malheureusement, à cause qu'on n'a pas saisi la balle au bon dans les dernières années, quand on a eu à négocier avec Rio Tinto, on se retrouve dans la situation actuelle où on a un impasse, on n'a pas de pouvoir de négociation avec eux. Puis à ce niveau-là, je suis d'accord avec Luc-Antoine. C'est vrai qu'on n'a rien à négocier avec eux en ce moment. Puis est-ce qu'on a envie de faire des concessions pour le moment? Moi, vraiment, je ne vois pas d'endroit où on peut en faire. Donc, c'est là où c'est important, parce que, puis je le disais tantôt, je ne crois pas que l'impasse du réseau ferroviaire sera dénouée, malheureusement. Je ne crois pas qu'elle sera dénouée quand la mine va être en exploitation. Puis,
Elle va être en exploitation, c'est un fait. Donc, il faut qu'on ait des infrastructures routières qui vont être capables de supporter pendant un temps, le temps qu'on trouve quelque chose pour négocier avec eux, qu'on trouve un angle d'attaque peut-être là, pour Rio Tinto. Et il faut que l'autoroute Alma-Labé soit complétée. On n'a pas le choix. Monsieur Girard. Les réponses exactes sont dures à trouver, hein? On a une entreprise privée. Moi, je pense que dans ces entreprises privées-là, il existe des gens, il existe des fins négociateurs. En ce moment, je suis convaincu qu'il y a des discussions. Les gens sont en affaires. On a la voie ferrée, oui, mais c'est des gens d'affaires aussi. On a BlackRock, c'est des gens d'affaires. On doit aider à avoir une discussion entre ces gens-là, effectivement. Mais d'un autre côté, on vient de signer une entente de 50 ans sur le réseau électrique, les droits de l'eau. Bien évidemment, on s'est mis en position de faiblesse avec les dernières ententes qui s'est négociées. Donc, à négocier, on ne peut plus revenir. Sauf que, moi, je crois qu'on est capable de trouver une solution avec les gens d'affaires. C'est le développement de la région, oui, mais la voie ferrée aussi a besoin de la région et a besoin des travailleurs. Donc, là-dessus, il faut miser. C'est là-dessus qu'il faut miser. Mais effectivement, c'est difficile d'en arriver à une solution rapidement. Là. Hein, on s'entend, la position de force, là, en signant 50 ans, là, ça nous a fait mal. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Réseau de la santé, il y a eu une restructuration importante qui a été faite en début de mandat, qui a créé les CIUS, les CIS. Ici, c'est le CIUS. Avec, on a vu les répercussions de ça. Vous avez eu l'occasion de le voir aussi. Maintenant, on fait quoi avec tout ça? Il a été évoqué cette semaine ou en fin de semaine dernière la possibilité de créer une société d'État de la santé. Je ne vous demande pas de parler nécessairement de ça, mais c'est une des options sur la table. On fait quoi avec le réseau de la santé qui connaît des difficultés majeures? Et surtout en région, là. Le problème en région, là, vous faites quoi avec ça? Monsieur Fradette. Bon, premièrement, on ne coupera pas d'autres fonctionnaires. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire. On ne coupera pas d'autres fonctionnaires du réseau de la santé. Ensuite, la première affaire qu'on doit faire, puis ça, c'est dès qu'on va rentrer au pouvoir, nous, notre plan Parti québécois, c'est d'ouvrir un fonds d'urgence pour que les postes soient ouverts dans le réseau de la santé. En ce moment, on a des travailleuses puis des travailleurs, des professionnels de la santé, autres les médecins, qui n'ont pas de conditions de travail décentes. Ils sont appelés à des heures qui n'ont pas d'allure, ils n'ont pas d'horaire, ils n'ont pas le nombre d'heures suffisant pour avoir une vie. Puis tout simplement, on les traite comme si c'était des numéros. C'est ce qui se passe en ce moment dans le réseau de la santé. Donc, nous, on va commencer par ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner un petit peu de pouvoir dans les établissements de santé parce qu'en ce moment, un employé, il est géré par le CIUS. Il n'est pas géré par l'établissement où il travaille. Puis ça a causé un autre problème, et je termine avec ça, c'est qu'il n'y a plus de sentiment d'appartenance dans notre réseau. C'est terrible. Déjà que c'était des emplois qui étaient difficiles, des gens qui étaient là parce qu'il y avait de la passion. On leur a enlevé ce qui souvent les gardait dans le système, leur sentiment d'appartenance. En ce moment, on les perd sur la route. On les perd à cause qu'ils sont essoufflés, puis on les perd parce qu'ils ont tout simplement plus envie de travailler. Monsieur Girard? Il ne faut pas lâcher le réseau de la santé. Il faut s'en occuper. On sait que la pyramide est inversée, hein, ici. Il faut valoriser la profession d'infirmière, de préposé aux bénéficiaires. Ça, c'est bien important. Il faut améliorer les conditions de travail. Ça, c'est primordial. Ça passe par les conditions de travail. Avoir plus de postes à temps plein au niveau des infirmières. Je vais vous donner un simple exemple. Il y en a du personnel. Au niveau des soins, on parle de personnes qui sont engagées. On leur propose 2 jours semaine. On appelle ça des occasionnels, des titularisés. OK? Ils font quand même 40 heures semaine, mais on les promène d'un département à l'autre. Ils n'ont pas d'horaire de travail fixe. Comment voulez-vous concilier travail-famille? Donc, juste de prendre ces gens-là, de leur faire un 7-14, un 3 jours, une semaine, 4 jours, une autre, avec des horaires fixes. Déjà là, on stabiliserait à un certain niveau. Ça ne règle pas tout, mais on est capable de stabiliser. Parce que moi, quand j'ai fait du terrain, j'ai écouté, puis je pense qu'ils font partie de la solution, ce personnel-là. Puis, c'est ce qu'ils m'ont soulevé en priorité. Donc, commençons par régler cette partie-là. Le personnel est déjà là, on les fait déjà travailler, mais donnons-leur un emploi stable, c'est-à-dire des horaires fixes. Monsieur Huot.
Oui. Ben nous, en fait, dans le niveau de la santé, là, on sait qu'on a on a des pas pires là, performances au niveau de l'accès aux médecins de famille et tout ça, mais il reste quand même des choses à améliorer. Par ces choses-là, moi, j'entends justement la renégociation, en fait, des conditions de travail des infirmières. Ça, c'est très important. Madame Bourdon, on le sait, elle en a parlé. C'est une de ses priorités. Alors, c'est le premier pas qu'on a à faire. Ensuite, il faut miser aussi sur le désengorgement de nos urgences afin que, justement, les gens soient capables de mieux... les gens qui travaillent là, soient capables de mieux s'organiser et tout ça, mieux organiser leur temps pour mieux donner les soins. Ensuite, sinon, ben, par rapport à ça, il faut aussi miser. En fait, nous, on a fait les super cliniques. Alors ça, il faut continuer parce qu'à certains endroits, ça aide grandement à cause des heures d'ouverture parce que c'est 7 jours sur 7. Alors, on continue aussi dans cette voie-là. Mais surtout, il faut vraiment miser au niveau des CHSLD, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement augmenter. On va augmenter là, un petit peu le nombre de places en CHSLD parce que c'est nécessaire, mais on veut aussi prioriser le soin à domicile parce que le meilleur endroit, selon nous, au Parti libéral, pour guérir, c'est à la maison. Monsieur Cochon? Il y a clairement un sous-financement dans le domaine de la santé. Dans le fond, il y a deux problèmes, un problème structurel d'organisation puis un problème de financement. Donc, nous, Québec solidaire, on va attaquer ce problème-là de front. On va aller chercher de l'argent parce qu'il y en a. Hein. On va couper le salaire des médecins spécialistes qui a été énormément augmenté, même plus que ce qu'ils demandaient, en fait. Là. Donc, on va aller chercher 900 quelques millions là par année. Et aussi, on va créer Pharma-Québec. Ça, c'est une entité qui va créer nos propres médicaments génériques, comme ça se fait en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un modèle qui existe, qui fonctionne. Puis, on va sauver 2,5 milliards par année. Donc, ça, c'est des belles solutions pour réinjecter de l'argent neuf en santé directement. Payer mieux nos infirmières, recréer une structure qui a de l'allure, investir dans les CHSLD. Et deuxième mesure, donc, pour réorganiser tout ça, bien, c'est fini le CIUS où on va les briser en petites pièces, puis on va redonner non pas un petit peu plus de pouvoir aux hôpitaux, mais beaucoup plus de pouvoir aux hôpitaux, avec des gestionnaires et aussi les professionnels de la santé, donc sur les CA et de la population. Encore une fois, c'est notre modèle cible d'investir les CA, les pouvoirs décisionnels avec des gens de la population, puis des gens du milieu qui sont concernés. Qui de mieux que les infirmières, les médecins, pour trouver des solutions aux problèmes actuels. C'est eux qui sont concernés, donc il faudrait les écouter. Fait qu'on va arrêter de regarder les chiffres un peu, puis on va regarder aussi en même temps l'ensemble du problème. Et on va créer une première ligne efficace à travers le réseau des CLSC du Québec. Ils sont là. On les a vraiment... dans le fond, on les a déshabillés pour habiller Pierre. Là. On a déshabillé Jacques pour habiller Pierre avec les CLSC. Maintenant, on va ramener GMF dans le giron des CLSC, 24 heures sur 7, vraiment pour offrir une première ligne, désengorger les urgences. C'est comme ça qu'on va arriver à mettre à point des urgences qui vont fonctionner et un système de santé qui va offrir des soins de santé adéquats aux gens, de l'argent puis une bonne réorganisation. Prochaine question, Annie-Claude Brisson, Journal Le Quotidien. J'aurais aimé vous entendre quant à la gestion des ressources humaines. On se retrouve avec beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans la petite, la moyenne, même chez Rio Tinto, chez BFR. On doit s'apercevoir que la rétention des immigrants, c'est pas toujours évident. Puis en contrepartie, je pense qu'on alimente la bête avec des emplois où le taux horaire est relativement faible. Qui vous souhaitez aider là-dedans? Puis qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme solution à ce problème qui est la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur Cochon. Premièrement, il faudra offrir un salaire décent aux gens pour qu'ils puissent mieux vivre. On le voit actuellement avec des déclarations assez chocs, que souvent il y a des politiciens qui n'ont pas vraiment de considération ou qui sont déconnectés d'une certaine réalité de la classe moyenne. Donc, un salaire minimum à 15 $, ce serait le début, dans le sens où est-ce que ça permettrait aux gens d'aller sur le marché du travail beaucoup plus efficacement, puis s'y intéresser aussi. C'est ça qui est le nerf de la guerre, c'est qu'on est en période de plein emploi, puis les salaires stagnent. C'est pas normal, là. Le jeu de l'offre et la demande, c'est supposé d'être ça. Quand il y a une forte demande, il est supposé d'avoir une meilleure offre ou des incitatifs pour amener une meilleure offre. Mais là, les patrons ne veulent pas payer. Donc, à quelque part, il va falloir réglementer encore une fois et fortement pour offrir une décence à ces gens-là. Puis au niveau de l'immigration, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de les intégrer comme du monde. C'est pas juste les franciser, là. Après ça, il faudrait les amener plus loin. Puis il y a des organismes fantastiques qui font ça de main de maître, comme Porte ouverte sur le lac. Mais malheureusement, là, on est en train de les centraliser à travers les MRC. On ne sait pas ce que ça va donner, mais les gens là-bas sont très inquiets de ça. Et il n'y a pas vraiment de direction à ce niveau-là. On voit plus la main-d'œuvre comme
la main-d'œuvre n'est pas comme des êtres humains qui s'en viennent ici. Mais le problème, pourquoi ils s'en vont, puis pourquoi ils ne restent pas, c'est justement, il faudrait les traiter comme des êtres humains, puis les aider, non seulement de se français, puis d'avoir le papier, mais d'avoir leur permis de conduire, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent avoir des soins adéquats, des personnes ressources aussi. Des enfants syriens qui arrivent ici, là, puis il n'y a personne qui parle leur langue, là. Je m'excuse, mais ça va être difficile de les intégrer au mode, là. On a bien beau vouloir accueillir plus d'immigrants, mais il faut mettre les moyens pour le faire comme du monde. Fait que le modèle actuel ne fonctionne pas, et nous, on veut remédier à ça. Monsieur Fradette. Oui, la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, c'est le plus gros risque pour notre économie, puis surtout en région. On n'a pas l'apport migratoire que Montréal a à cause de l'immigration, puis ça, c'est un fait. Donc, régionaliser l'immigration est une partie de la solution. Puis ça, je me suis déjà exprimé très, très fortement là-dessus dans notre conférence de presse régionale, notamment avec un système qui est plus compréhensif du milieu où les gens vont aller, puis aussi un système qui va dire aux gens, bien, à maîtriser une petite partie du français au moins, soyez capable de le baragouiner avant de vous en venir. Puis, une fois que vous allez le baragouiner, bien là, on va pouvoir vous intégrer. Puis, ce qu'on veut à terme, c'est d'avoir plus de gens en région pour que l'intégration soit plus facile. Bon, ça, c'est une partie de la chose. Mais également, les gens du Québec vont faire partie de la solution. Quand on parle de programmes d'éducation qui sont plus spécialisés, qui sont novateurs, puis qu'on les veut en région, ça fait venir des jeunes de Montréal, des jeunes de Québec, des jeunes de la Montérégie qui vont venir étudier ici. Puis en ce moment, il y a beaucoup de salaires au taux horaire minimum qui ne sont pas comblés. Excusez-moi, d'emplois au taux horaire minimum qui ne sont pas comblés. Puis je l'ai vu avec beaucoup de commerçants de détail. Si on a plus d'étudiants ici, on peut croire qu'on va avoir plus de gens qui vont nous aider avec cette partie-là de la main-d'œuvre qui est à combler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Sur les étudiants internationaux, beaucoup viennent étudier ici. On a une cohorte incroyable d'étudiants internationaux à Saguenay, mais il y en a beaucoup qui ne restent pas. Nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est de leur dire, bon, vous êtes venus étudier ici. Voulez-vous devenir québécois? On croit que beaucoup vont nous dire oui, puis ce qu'on va leur offrir, c'est, OK, bien, si vous voulez devenir québécois, bien, on va vous offrir de devenir québécois. La différence en frais de scolarité que vous avez payés avec les étudiants québécois, on va vous la repayer au fil des 5 prochaines années. Au bout de la ligne, ce qu'on croit qu'il va se produire, c'est qu'ils vont se faire un chum ou une blonde, qu'ils vont avoir des enfants peut-être, puis qu'ils vont s'établir ici parce que c'est bien d'avoir des immigrants, mais il faut les garder, il faut qu'ils s'établissent. C'est surtout ça le problème. Monsieur Girard, c'est à votre tour. Quel beau enjeu, la pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas... on savait que ça s'en venait. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis, on en a pour quelques années à arriver à rétablir tout ça. Oui, bien sûr, il y a l'immigration, les travailleurs étrangers aussi, hein, qui est quand même un facteur, un secteur intéressant. Au niveau agricole, les travailleurs étrangers, ça fait quand même beaucoup d'années là, qu'on travaille avec ça. Il faut aussi travailler pour, justement, diminuer les délais interminables au niveau de l'immigration. C'est très, très long. On est confronté avec les travailleurs étrangers où il y a beaucoup de paperasse. Donc, ça, il faut améliorer cette partie-là. Il y a la question de l'intégration aussi, qui est très importante. Il faut travailler pour faire une belle intégration. Il y a aussi la reconnaissance d'acquis. Il y a beaucoup de personnes d'autres pays qui arrivent ici, qui ont des connaissances en soudure, des gens des conducteurs de camions, des opérateurs de pelle. Donc, en reconnaissant certains acquis, on est en mesure d'aller plus vite et de les intégrer plus vite sur le marché du travail. Donc, il y a un bassin là. Il y a aussi garantir des emplois. Avoir des immigrants qui viennent, la meilleure façon de garder une rétention puis de les garder, c'est de lui garantir des emplois. Il y en a. Mais au-delà de ça, il y a aussi des petits gestes qu'on peut tous faire. Bien entendu, une table de concertation avec les entreprises, impliquer les centres de formation professionnelle et les collèges pour qu'on s'adapte tous ensemble. Et Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont un beau bassin de jeunes aussi, Alma, 1400 jeunes, et aussi les personnes retraitées qui désirent retourner au travail. Pas les obliger. On m'en parle beaucoup. Au niveau des entreprises de camionnage, on m'en parle beaucoup. Il y a des gens qui veulent travailler 2 jours, 3 jours. Bien, leur offrir un avantage fiscal. Qu'il y ait un avantage fiscal à retourner travailler. Monsieur Huot? Oui. Ce problème-là, en tout cas dans notre région,
hein, il y a plusieurs facteurs qui vont venir l'amoindrir. Donc, je vais revenir un petit peu à la question de départ. Moi, je ne veux pas juste favoriser. Je ne pense pas que la clé, c'est en favorisant les petites, moyennes ou grandes entreprises seulement. C'est sûr qu'il faut les inviter là, à augmenter les conditions et tout ça, bien sûr, parce que ça, ben, eux autres, ça leur touche directement, mais ça, je pense que c'est de leur côté, là, ils vont le faire. Je vois que ça commence déjà à se faire. Par exemple, Canadian Tire, de mémoire à Alma, propose des salaires là, de 14 $ de l'heure. Pour des emplois, là, puis ils font des annonces à la radio pour recruter. Donc, ils cherchent du monde, ils veulent offrir des meilleures conditions de travail, ça, c'est bien. Mais aussi, il faut regarder l'entourage de ça. Hein. Les collègues parlent beaucoup d'immigration, mais au-delà de ça, hein, parce qu'ils disent, bon, ben on n'a pas de rétention, tout ça, c'est un phénomène qui n'est pas juste chez les immigrants. C'est un phénomène qu'on remarque aussi chez les Autochtones, chez les Québécois francophones, Québécois anglophones qui viennent en région. Pourquoi? Parce que, en fait, le milieu de vie, on est chanceux, là. On a un super beau milieu de vie, on a des super beaux paysages, de l'air pur, de l'eau qui est super. Donc, ça, on est correct à ce niveau-là, mais peut-être que le milieu de vie ne ressemble pas assez à tout le monde pour que tout le monde puisse désirer y rester, pour que tout le monde soit fier d'y rester. Donc, moi, je veux qu'on travaille là-dessus parce que si on veut avoir de la main-d'œuvre, là, ben, il faut l'attirer ici. Puis pour l'attirer ici, il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir un écosystème social qui est intéressant pour les gens. Merci. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, toujours dans le dossier du développement régional, certains partis ont avancé l'idée, on peut dire positive, puisqu'on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de régionaliser des fonctionnaires. Certains ont parlé de 5 000. Bon, enfin, est-ce que j'aimerais entendre chacun de vos points de vue sur ça, sur le fait, pas de décentraliser juste des pouvoirs, là, mais d'amener des fonctionnaires en région, parce que dans les dernières années, le ministère de l'Éducation a été ramené beaucoup, il y avait une direction régionale qui a été ramenée, la santé, bon, on ne reviendra pas là, c'est connu, mais donc votre point de vue là-dessus, l'engagement de vos partis sur le fait de ramener des emplois de qualité, amener, pas ramener, mais des emplois de qualité fonctionnaires en région. Monsieur Huot. Oui, bien, nous, je pense que vous connaissez notre position, là, c'est justement de ramener des hautes directions des ministères dans les régions qui, justement, sont associées à ce secteur-là. Donc, nous, par exemple, ici, ce serait au niveau de la forêt. Donc, c'est super bien, ça. Non seulement ça crée des bonnes jobs, ça, c'est déjà, de un, c'est super. Moi, ça me rend heureux à ce niveau-là parce que ça met des gens dans notre région qui vont être capables de mettre du pain sur leur table. Fait que ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Hein? Puis, ben, ce qui est bien aussi, c'est qu'en amenant ces gens-là en région, ça va créer aussi une nouvelle offre de services, des nouvelles demandes au niveau de ce que les gens peuvent offrir et tout ça. Alors, moi, je trouve que c'est super intéressant de ramener ces emplois-là en région à cause de la capacité d'avancement, de développement, en fait, que ça peut nous offrir. Puis aussi parce que, bien sûr, ben, quand la haute direction d'un ministère est dans une région qui est touchée par le secteur qui régisse, ben, c'est assez intéressant qu'ils connaissent bien la réalité. Hein? Fait que ça aussi, je me réjouis beaucoup de ce volet-là. Monsieur Cochon. Bien, ça a été fait par le passé, là. Je veux pas non plus surprendre mes collègues, mais on parle du bureau du forestier en chef à Roberval, qui était supposé d'accueillir une trentaine d'employés. Hein? Ça, c'était une belle promesse. Puis finalement, mais écoute, je pense qu'on est rendu avec 12 et des poussières, là. Donc, 5 qui ont été coupés durant l'austérité du dernier mandat. Fait que c'est pas un modèle qui fonctionne. Puis je me souviens, il y a eu beaucoup de bisbées à savoir qu'ils étaient forcés d'être là. Les fonctionnaires n'étaient pas très heureux de ça non plus. Donc, je pense qu'on peut pas forcer les gens non plus à venir en région. Ce serait avoir une pensée magique parce que ça a déjà été essayé puis ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Et donc, nous, ce qu'on proposerait, c'est d'offrir un environnement propice à ça, un terreau fertile à ça, à l'innovation, aux nouvelles technologies, mais pas nécessairement au fonctionnariat, dans le sens où est-ce qu'on veut régionaliser beaucoup le pouvoir décisionnel, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a l'impression que ça part vers Saguenay de plus en plus. Là. Par exemple, si on fait la conférence de presse à Saguenay, c'est la preuve qu'on a l'impression que c'est pas une région, mais 2 régions. En tout cas, donc à ce niveau-là, nous, ce qu'on a comme vision, c'est pas de forcer personne à venir habiter chez nous, c'est de créer des conditions gagnantes pour que les gens aient envie de venir directement ici. Donc ça va s'organiser de soi-même. Il faut arrêter aussi de penser de pouvoir décider à la place des autres. Moi, ça me fait rire. Ils sont archi-mordicus de dire « Hey, il ne faut pas s'initier dans les affaires des compagnies, mais quand vient le temps des affaires des êtres humains, ça, il n'y a pas de problème, on va aller s'immiscer là-dedans. » Fait que c'est un peu... je ne comprends pas vraiment la manière de penser de mes collègues à ce niveau-là, mais nous, ce qu'on vise vraiment, c'est de créer un dynamisme régional pour que les gens puissent venir de leur propre chef ici.
Monsieur Fradette. Tout d'abord, nous, ce qu'on veut, c'est, premièrement, on va commencer par un fonctionnaire en particulier qu'on voudrait, c'est des sous-ministres là, aux régions. Puis ces sous-ministres-là, ils seraient dans chacune des régions du Québec, pas basés dans la capitale nationale, ils seraient basés en région pour coordonner tout l'effort de la fonction publique pour les municipalités, pour les commissions scolaires, pour, je ne sais pas, moi, les compagnies aussi, pour tout le monde. Ça, c'est par là qu'on veut commencer. D'autre part, un de nos panneaux bleus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est marqué « Des services en région sérieusement ». Nous, on y croit, des services en région. Puis quand j'entends qu'on veut ramener des fonctionnaires en région alors qu'on les a tous coupés, puis que maintenant, quelqu'un qui veut avoir affaire à Service Québec doit aller dans le fond du CLSC, dans une pièce vide avec un ordinateur pour parler au bout du fil avec un fonctionnaire qui est dans une autre ville, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas sérieux non plus comme façon de fonctionner. On veut avoir des fonctionnaires en région, mais surtout, ce qu'on doit avoir, puis je vais conclure là-dessus, c'est des décideurs en région. Parce qu'il n'y a personne de mieux placé que les régions du Québec pour décider pour les régions du Québec. On a des gens extrêmement compétents en région qui sont déjà là, on n'a pas besoin de les faire venir, là, qui sont déjà là pour décider ici, puis ils l'ont déjà fait. Je pense, entre autres, aux commissions scolaires qui ont eu énormément de pouvoir coupé. Maintenant, leur financement est en silo, puis ces personnes-là, c'était les mieux placées pour redistribuer la richesse au niveau du ministère de l'Éducation partout sur un territoire. La commission scolaire du Lac-Saint-Jean, si on ne l'avait pas, il y aurait des écoles fermées. Puis on ne pourrait pas laisser ça aux petites directions d'école qui, eux, n'auraient pas les ressources ni même la main-d'œuvre pour s'en occuper. Donc, c'est ça, avoir des services en région. C'est miser sur ce qu'on fait de mieux avec le monde d'ici. Monsieur Girard. Bon, je vais revenir à votre question qui est quand même assez précise. On parle des gens du ministère en région. Donc, entre autres, on le sait au niveau de la forêt, dans le domaine de la métallurgie, de l'aluminium, on parle de tout Emploi Québec, tout ça. C'est parce qu'on n'a pas besoin des descentes. C'est qu'on a coupé ici. Puis, il y a eu des ouvertures à Québec-Montréal. Maintenant, au lieu d'en faire à Québec-Montréal, les ouvertures, on les fait ici. Les bâtisses sont là. Ils sont encore là, les bâtisses. Hein? Ils existent. On dit qu'on veut diminuer la paperasse. Donc, en étant plus proche des décisions des entrepreneurs, bien, automatiquement, les délais sont moins longs. Moins de paperasse. Il y a des directeurs régionaux de ministères ici qui sont en mesure de décider sur des questions très faciles, mais qui doivent attendre la signature du ministre ou ces choses-là. Donc, c'est simple. C'est simple, ils sont capables de le faire. Mais c'est de ramener ça, le pouvoir en région, quand on dit. Puis, concernant les délais, on parle aussi de toutes nos OSBL qui sont confrontés aussi avec ces délais-là. Les centres de personnes aînées dans les municipalités. Donc, c'est simple. Les bâtisses sont là. C'est d'arrêter d'ouvrir ça à Québec-Montréal parce que les enjeux sont complètement différents dans les régions et de ramener ça plus près. Prochaine question, Jean-Houl, TVA. Vous vous présentez dans 2 comtés ruraux. M. Fradette en a glissé un mot au début. Pangea, de ce que je comprends, c'est que sa stratégie, plus on regroupe de fermes, plus on diminue les coûts d'exploitation. Et en même temps, il profite du fait que ce ne sont pas tous les fils de producteurs agricoles qui veulent assumer la relève. Ce serait quoi votre plan pour l'agriculture dans vos comtés respectifs? L'équilibre qu'il y a à avoir entre la relève et également peut-être le fait que l'entreprise privée veut s'y intéresser ou comment on peut s'assurer qu'en tout cas que vos producteurs agricoles puissent s'épanouir dans le système? Monsieur Girard. Je suis content que vous en parlez. Très, très content. Vous savez, le problème, là, il est simple. C'est la rentabilité des entreprises agricoles. Il est là le problème. Les entreprises agricoles n'ont plus de rentabilité. Il y a 2 choses confrontées à une fluctuation du marché que tu ne contrôles pas et la météo. C'est le seul secteur d'activité économique qui doit faire face toujours avec la météo, compris avec la météo. Donc, il faut leur garantir un environnement d'affaires, il faut les soutenir. Il y a la financière agricole qui existe. Il y a de l'argent dans ça. Ça rapporte des intérêts au gouvernement toutes les années. C'est une société d'État. Normalement, cet argent-là, toutes les années qui est rapporté, doit être réinvesti au niveau agricole. Nous, on va le faire. Il faut un environnement d'affaires stable. Il y a toute la question de la gestion de l'offre qui n'est pas réglée. Il y a aussi tous les coûts qui augmentent. Il y a le pétrole qui augmente, on n'en parle pas. Le coût d'acquisition des équipements qui a augmenté, qui a doublé. Je vais vous dire que l'enjeu majeur est là. La rentabilité des fermes. En passant, concernant
le dossier des terres agricoles, les deux personnes ici sont issues de fermes et sont fils d'agriculteurs, ceux qui ont fait affaire avec ces gens-là. Et entre autres, dans le coin de Saint-Bruno, ça a permis à un jeune de s'établir. Effectivement, le capitaux, on a besoin de capitaux, nous, comme agriculteurs aussi. Il faut avoir accès à ces capitaux-là aussi. La rentabilité des entreprises agricoles. Monsieur Hupp? Oui. Il y a plusieurs problèmes, en fait, là-dedans qu'il faut aider parce que les agriculteurs, justement, sont face à de plus en plus de défis. Que ce soit la crise climatique avec le changement, justement, du climat, là, comme Éric disait. Sinon, il y a aussi le manque de main-d'œuvre, ça les touche aussi, les fermes. Puis sinon, il y a, puis ça, c'est ce qui touche la question, il y a le problème de la spéculation des terres. Alors ça, c'est des entreprises comme Pangea qui vont venir acheter des terres aux fermes, justement, aux fermes familiales. Parce qu'en fait, je pense que j'apprends rien à personne en vous expliquant cette réalité-là, c'est que les agriculteurs, justement, à cause du prix de la machinerie et tout ça, sont extrêmement endettés. Mais quand ils se lèvent le matin à 4h30 pour aller traire les vaches, là, ils ont un beau à peu près 2,5 millions devant eux autres. C'est-tu pas tentant, à un moment donné, quand tu es comme 1,5 million en dette, de vendre ta ferme puis de te faire un petit peu d'argent avec ça pour au moins vivre ta retraite? Oui, c'est tentant. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement empêcher la spéculation parce que ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas les empêcher de vouloir vendre non plus. Sauf que ce qu'on peut empêcher, c'est que ce soit des compagnies qui viennent acheter beaucoup, beaucoup de terres pour faire monter le prix de rachat. Monsieur Cochon? Bien, à ce niveau-là, nous, ce qu'on veut viser, c'est vraiment, oui, l'agriculture traditionnelle, c'est super important pour nous. D'ailleurs, la souveraineté alimentaire puis la souveraineté de nos terres, c'est une mesure qu'on veut mettre en place dans le sens où est-ce qu'on va bloquer l'achat de nos terres par des intérêts étrangers. Mais aussi, ce qu'on veut faire, c'est créer un circuit court pour l'agriculture. Donc, on produit des légumes, on produit de la viande, ici, on produit des produits laitiers, mais on aimerait ça aussi que nos institutions publiques en consomment. Donc, tout ce qu'il y a d'écoles, tout ce qu'il y a d'hôpitaux, tout ce qu'il y a de CHSLD vont directement s'approvisionner directement à nos fermes locales. Donc, ça va faire rouler l'économie, ça va permettre une économie plus verte aussi et ça va permettre à nos agriculteurs d'en vivre mieux. Au-delà de ça, ce qu'on veut permettre, c'est un virage vert aussi. On parlait de la hausse du prix du pétrole. Ça va devenir de plus en plus une réalité dans notre cas. Donc, ce qu'on aimerait permettre, c'est des budgets pour ces agriculteurs-là de pouvoir prendre une tangente plus bio et aussi plus écologique au niveau des instruments de production. Puis ça se fait. Une agriculture, oui, comme on voit là, qui est de plus en plus concentrée et problématique dans le sens où est-ce qu'on perd l'être humain à l'intérieur de ça. Donc, on veut du développement régional aussi, mais ce qui est important là-dedans, c'est de remettre les petits producteurs au cœur de la solution. Donc, avec l'UPA, on le sait, c'est assez hermétique. Ils font de leur mieux souvent, mais ça ne laisse pas grand place aux petits producteurs. Donc, on aimerait alimenter des quotas un petit peu plus haut pour les producteurs non traditionnels. Donc, les poules, on s'entend. Les quotas de lait peut-être aussi permettre à des petits fromagers d'avoir accès à ça. Monsieur Fradette? Ce discours-là, c'est ce que Pangea, Charles Sirois puis la Coalition Avenir Québec tentent de nous faire croire. Mais la vérité, c'est que la vraie business là, derrière les spéculateurs fonciers, c'est de faire augmenter la valeur des terres pour les revendre plus cher. C'est ça, la vraie business. C'est pas le petit discours idyllique là, de nous dire qu'on veut aider des jeunes agriculteurs qui auraient malheureusement pas le moyen de s'acheter une terre. C'est pas ça du tout. La vraie business, c'est de faire augmenter le prix puis de la revendre. C'est ce que les spéculateurs font, c'est ce qu'ils vont toujours faire. Quand on nous dit que malheureusement la valeur des terres a augmenté, puis en passant, dans les 2 dernières années, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a augmenté de 38 % la valeur des terres, bien au-delà que de l'augmentation de la valeur agronomique de ces terres-là, parce que c'est la même là, que il y a 2 ans. Bien, en fait, la vérité, c'est que les gens ne sont pas capables d'en acheter à cause qu'il y a de la spéculation. C'est pas l'inverse. Il n'y a pas de la spéculation parce que les gens ne sont pas capables d'en acheter. Donc, nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est de limiter justement l'accaparement des terres par des gros joueurs comme Pangea qui arrivent, qui achètent des terres à des prix qui sont complètement fous, qu'évidemment, des producteurs agricoles n'ont pas le choix de payer. Et ce qu'on veut, c'est que ces gens-là ne puissent pas en acheter plus. On veut arrêter ça. Merci, M. Fradette. On va passer tout de suite à la conclusion. Donc, on va y aller avec M. Girard pour ce qui est de votre mot de la fin. Bien, écoutez, moi, ce que je vous offre, c'est une certaine expérience. Ayant déjà travaillé au niveau du monde municipal, aussi au niveau de la vision régionale en tant que vice-président de l'UPA régionale. Je comprends les affaires. Je comprends aussi qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je suis quelqu'un
comme j'ai dit tout à l'heure, père de 2 enfants, dont je suis très fier. Quelqu'un qui est très préoccupé aussi par l'environnement. J'en ai parlé lundi. J'ai eu la chance de m'exprimer là-dessus. Mais je pense aussi qu'il faut développer notre région. Faut créer de la richesse. Avec de la richesse, on est en mesure de se payer des programmes. C'est important. Moi, c'est ce que je vous propose. Quelqu'un qui est capable de se tenir debout à Québec, qui va défendre les intérêts des travailleurs, des familles, des enseignants et enseignantes, des infirmières et des gens qui travaillent pour les personnes aînées. Merci, M. Girard. M. Huot. Écoutez, le 1er octobre, ça va être une date qui est décisive. Pourquoi? Parce qu'on a le choix le 1er octobre de décider de sombrer dans une instabilité ou de décider de continuer avec un plan qui est déjà commencé, qui est déjà mis en branle et qu'on commence déjà à avoir des résultats à ça. Alors, ça va? Oui, non, c'est correct. OK. Alors, justement, bon, de voter pour moi, ça va être de voter pour ramener une fierté dans notre comté, pour ramener justement un environnement social sain à vivre, puis justement d'accompagner les gens pour que notre région puisse fleurir. Alors, de voter pour moi, c'est de voter pour ça, c'est de voter pour que vos enfants restent en région, pour qu'on soit capable de consommer les biens de notre région, notre production, puis pour qu'on soit capable de finalement avoir une bonne voix au Parlement avec quelqu'un qui connaît bien le système. Monsieur Cochon. Je comprends que notre plan semble ambitieux, il est décrié par plusieurs, mais c'est parce qu'on dérange qu'il est décrié par plusieurs d'ailleurs. Puis ça, je trouve ça positif parce que tous les grands changements du Québec sont venus avec ce genre de prémices-là. Hein? Tous les nouveaux partis qui sont arrivés avec des idées qui étaient là pour le réel changement, mais se sont fait décrier comme communistes, comme chevaucheurs de licorne, comme vous voudrez, là, mais c'est toujours ça, la même chose. Ça se répète. L'histoire se répète. Donc, je pense que voter pour Québec solidaire à ces élections-ci, c'est de voter du bon bord de l'histoire. C'est de permettre à vos enfants d'avoir un Québec solide, comme nous l'ont permis les René Lévesque et les Lesage de ce monde. Manon Massé est solide, Manon Massé est à l'écoute de la population, puis nous, on n'a pas de milliardaires au-dessus de notre parti. Nous, notre seul boss, là, c'est la population. C'est votre intérêt à vous qui guide tous nos choix. Monsieur Fradette. Lundi prochain, les gens de Lac-Saint-Jean et de Roberval, puisque c'est le cercle de presse pour cette partie-là de la région, vont avoir un... ça fait plaisir. vont avoir un choix énorme à faire. Ils vont avoir le choix entre le statu quo, puis ils vont avoir une relève qui s'affirme, une relève qui s'identifie à des idées, une relève qui choisit de faire les choses différemment, pas juste de le dire. Une relève qui est incarnée par Thomas Godreau, 21 ans, un gars solide, proche de ses convictions, dans Roberval. Un gars comme moi, dans Lac-Saint-Jean, 23 ans, fier militant péquiste, quelqu'un qui travaille fort depuis 6 mois, puis qui montre aux gens que quand on a des convictions, quand on va voir les gens, qu'on les comprend, qu'on leur montre qu'on a des idées et pas simplement que des lignes de parti qui viennent du national, on est capable de faire un grand bout de chemin. C'est le choix que les gens vont faire. Merci beaucoup à vous 4 de vous être prêtés au jeu. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.